Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour cette antépénultième débrief de la saison 2020-2021. Monaco recevait Rennes pour la 37e journée de L1 et Monaco s'est imposé 2-1. Et pour m'accompagner, il y aura Patrice. Salut Patrice. Salut Romain. Bon, comme je le disais, antépénultième évidemment, parce qu'il ne reste plus qu'une semaine de compétition. Il y a évidemment cette finale de coupe mercredi soir face au PSG. Et puis, dimanche prochain, une dernière rencontre à Lens. Lens qui a encore beaucoup de choses à jouer, puisque Lens s'est incliné ce soir contre un Bordeaux qu'on disait malade, mais qui a su trouver un petit soubresaut, en tout cas pour potentiellement se sauver dans cette fin de saison. En tout cas, pour la rencontre de ce soir, Monaco s'impose 2-1. Patrice, quels sont tes 3 points de cette rencontre ? Mon premier, forcément, c'est cette victoire 2-1 qui fait du bien, parce que du coup, on reste toujours à cette 3e place pour aller chercher une qualification Ligue des Champions, potentiellement directe en plus, vu que Manchester United est en finale. Oui. Mon deuxième point sera cette première mi-temps, qui est vraiment très 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 bonne, malgré une saison très très longue. Je trouve que nos joueurs étaient encore capables de faire un très bon pressing, d'aller chercher des ballons, d'étouffer l'adversaire. Elle est vraiment au sens unique cette première mi-temps pour moi. Beaucoup plus compliqué sur la deuxième, ça on y reviendra. Et mon 3e point, voilà, c'était juste un petit clin d'œil sur ce maillot collector qu'on verra à mon avis que sur ce match aussi. Peut-être la saison prochaine, on ne sait pas, mais bon, en tout cas, voilà, très très beau maillot, mais je trouve assez dommage qu'il soit mis en vente à 110 € quand même. C'est vraiment excessif comme prix. Voilà, un peu regrettable quand même. Ouais, visiblement 110 € parce que c'est qu'une version match. Ouais, joueur. Ouais. C'est pas les prix des maillots réplicas, c'est pas non plus les mêmes coupes, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Je ne dis pas du tout ça pour vous, Damien et Boris. Mes 3 points de mon côté, je vais commencer sur quel beau dimanche, parce qu'évidemment ce soir Monaco gagne, et puis pour moi cet après-midi Rafael Nadal bat Novak Djokovic et c'est toujours un événement. Le deuxième point, ça sera globalement sur la sérénité de l'équipe. Comme d'habitude à toutes les rencontres, on s'écrit pas mal sur WhatsApp entre nous. Et il y avait un petit peu de tension sur la fin de rencontre pour beaucoup. Je trouve que globalement, on a été serein. Évidemment qu'il y a cette réduction de l'écart, mais elle est vraiment due plus à une erreur individuelle. Et enfin, mon dernier point, ça sera un petit coup de gueule par rapport à cette finale de Coupe de France, mais je vais aller certainement un petit peu à contre-rebours de beaucoup. J'en ai marre, en fait, beaucoup sur les réseaux, on trouve l'excuse potentielle pour si on perd mercredi de la fatigue, de l'enchaînement des matchs. La saison est compliquée, le calendrier est compliqué, on le sait avec le Covid. Si la finale avait été mise plus tard, ça aurait gueulé parce que potentiellement Paris aurait pu être en finale de Ligue des Champions. La finale est mercredi. Est-ce que c'est la meilleure des choses en termes de calendrier ? Peut-être pas. Mais alors, par contre, ne venez pas me parler de physique quand le PSG a eu d'innombrables blessures toute la saison, que eux ont joué la Coupe d'Europe. Et je vous rappelle aussi que nous, a priori, c'est même sûr, l'année prochaine, on va la jouer aussi, cette Coupe d'Europe. Donc si on n'est pas prêt à jouer 3 gros matchs par semaine, ça risque d'être très compliqué. Oui, on ne le découvre pas maintenant, cette date. Cette date, elle est programmée depuis le début. Non, oui, en plus. C'est en au courant depuis le début qu'elle était là. Voilà, après, tu peux te dire, vu que Paris n'est pas en finale de Ligue des Champions, ils auraient peut-être pu la décaler d'une semaine. De toute façon, il n'y a pas de public. Mais même s'il n'y a pas de public, il y a les télés, il y a la logistique du stade, il y a l'Euro qui arrive aussi. Donc, compliqué de changer au dernier moment une date. Voilà, on est à la même enseigne que le PSG, donc ça ne pourra pas être une excuse. La compo, désormais, Patrice, de cette rencontre, globalement,
pense qu'on peut parler d'une équipe type. Le vrai gros changement, c'était la titularisation au poste de piston droit de Gelson à la place d'un Aguilar, encore une fois, on le répète, qui est un petit peu en difficulté depuis plusieurs semaines. Ouais, j'étais pourtant allé regarder sur les précédents matchs qu'on avait joué des équipes assez importantes contre Lille et contre Lyon. Et Kovac alignait toujours 5 défenseurs. Donc pour ça que je m'attendais vraiment à voir Aguilar titulaire, même si c'est vrai qu'il est un peu en dessous. Mais bon, Gelson est de revenir, il est pas forcément non plus bien mieux. On y reviendra encore tout à l'heure. Donc non, oui, j'étais un peu surpris de voir Gelson. Après, bon, on n'a pas un 11 type, on a quand même 3-4 joueurs qui tournent autour et ça bouge beaucoup de match en match. C'est pas la première fois qu'on dit qu'il y a une petite surprise, ça arrive assez régulièrement quand même avec Kovac. Ouais, bah c'est ce qu'on répète souvent. Globalement, voilà, on a cette défense centrale où il y en a toujours un des 4 qui est en rotation. La vraie question, c'est souvent le poste de piston droit. Pour le reste, c'est quand même à peu près clair. Hein. Les Caillot, Fofana, Tchouaméni, Ben Yedder, Voland sont des titulaires indiscutables. Et Golovin, en l'absence de Diop, et de ce fait, un titulaire aussi indiscutable pour compléter l'attaque. Donc ouais, pas de grande surprise. De toute façon, on ne peut pas galvauder ce match. Mercredi, c'est pareil. Il faudra remettre une grosse équipe. Et puis la semaine prochaine, il faudra remettre une grosse équipe. Et puis voilà, de toute façon, là, il en reste plus que 2. Donc, on est dans la dernière ligne droite. Ça peut, dans une semaine, on peut être sur une apothéose et on peut aussi avoir tout perdu. Donc voilà, on est à 180 minutes de beaucoup de choses. Le match maintenant. Ah oui, bah non, parce que. Ah si, il y a prolongation. Si, il y a prolongation, juste pour la finale. D'accord, voilà. C'était la petite. Ouais, j'avais un petit doute, mais pour la finale, ils ont remis la prolongation. Ok. La rencontre maintenant, Patrice. Globalement, Monaco va plutôt bien rentrer dans son match. C'était d'ailleurs un de tes points. Globalement, la première mi-temps a été très intéressante et maîtrisée. Ouais, très très belle première mi-temps, même si sur le premier quart d'heure, j'ai trouvé que Rennes nous posait beaucoup de problèmes. On avait la possession, on avait le ballon, mais énormément de mal à sortir de notre surface. On n'avait pas passé la ligne du milieu de terrain, parce qu'on avait contre nous une équipe qui faisait le même jeu que nous, qui exerçait un très très gros pressing directement sur nos défenseurs et sur nos milieux pour éviter qu'on aille chercher nos attaquants et qu'on ait cette circulation de balles qu'on peut avoir habituellement. Donc ça a été assez compliqué et je pense que c'est l'ouverture du score en fait qui a du coup après beaucoup plus facilité notre jeu. Du coup là ça a libéré des espaces et après on a beaucoup plus déroulé sur cette première mi-temps. Mais oui, très très belle opposition en tout cas sur le premier quart d'heure. J'ai trouvé les 2 équipes vraiment qui lâchaient rien. Dès qu'il y avait une perte de balle, il y avait un pressing constant des 2 côtés. C'était vraiment une très bonne mi-temps. L'ouverture du score, justement, on peut en parler. Alors, ça part d'une belle récupération de Badiachil, parce que Rennes est quand même en train d'un petit peu déséquilibrer notre bloc défensif. Le choix est certainement le mauvais de la part du joueur rennais. Ça permet à Badiachil de bien couper. Tchouaméni a un rôle de relayeur. Et derrière, par contre, entre Golovin et Ben Yedder, c'est presque parfait, quoi. La passe est vraiment millimétrée parfaitement dans l'enchaînement de la course de Ben Yedder, qui n'a plus qu'à la pousser après pour aller faire le face-à-face. Et comme d'habitude, il choisit son petit piqué. On y a cru que ça allait passer à côté ou sur le poteau, mais non, il rentre bien, pour notre plus grand plaisir. Mais comme tu dis, c'est limite que sur le tout début de l'action, si le Rennais regarde un peu plus le jeu, lève la tête et qu'il voit l'appel sur sa gauche, il y a un joueur qui est vraiment tout seul, et l'histoire peut être tout autre s'il fait la passe de ce côté-ci. Oui, c'est clair. Alors juste, je fais un petit aparté. Je demande à Huge sur le chat s'il peut développer sa réponse parce qu'il dit que pas tout à fait d'accord avec l'excuse du physique. Alors est-ce que c'est dans quel sens il n'est pas d'accord avec l'excuse du physique? La suite de la mi-temps, Patrice, globalement, elle est maîtrisée par Monaco. Les Rennais sont relativement peu dangereux. Le compte a quasiment pas à intervenir. La défense fait à peu près son taf et Monaco va doubler la mise sur un but un petit peu chanceux. Encore une fois, c'est Tchouaméni qui est à l'origine. Il décale bien Golovin, le petit crochet et la frappe qui est clairement détournée dans ses filets par le joueur rennais. Je ne serais même pas capable de dire... C'est Da Silva, c'est le malheureux de la soirée côté rennais. Du coup, la frappe de Golovin est assez puissante et du coup,
elle touche forcément le défenseur et ça met complètement un contre-pied au gardien qui était parti sur l'autre poteau. Du coup, il peut absolument rien faire. Et du coup, but qui sera accordé logiquement à Golovin puisque sa frappe est belle et cadrée malgré la déviation qui va complètement dans l'autre sens. Oui. Par contre, j'ai cru que c'était Fofana, tu vois, je suis pas allé vérifier après, mais j'ai cru que c'était Fofana qui faisait la passe. Ah, j'ai l'impression qu'il avait pas mal de cheveux. Donc, peut-être. Sur le coup, j'ai cru que c'était Fofana. Je suis pas du tout allé regarder qui était le passeur décisif sur ce but. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas très important, mais Monaco, voilà, fait le break, mène 2-0. Ça conclut, quasi. Assise de Fofana, c'est bien ça. Ah d'accord, ok. J'étais persuadé que c'était Tchouaméni, donc ok. C'est Fofana. Bon, par contre, lui compter une passe décisive, je suis pas forcément pour non plus parce que il y a un vrai travail de Golovin, donc. Oui, très très beau crochet, très belle frappe enchaînée qui doit être belle, même si elle n'est pas contrée. Je pense qu'elle part très très bien après avoir par rapport au gardien comment ça peut finir, quoi. Mais sinon, voilà, très très belle frappe. Ouais. Après, globalement, la mi-temps, elle est, comme tu le disais dans un de tes points, la mi-temps, elle est globalement maîtrisée. Il y a une vraie grosse situation rennaise, une frappe que va repousser Benjamin Lecomte un petit peu sur le côté. Et c'est, encore une fois, j'ai beaucoup de mal avec leur nom. C'est Doku qui la met largement. C'est Doku. Voilà. Heureusement, parce que du coup. Qui rate le cadre. Sidibé fait, on va dire, le minimum pour le gêner un petit peu. Et il trouve pas le cadre. Ouais. Mais bon, l'arrêt de Lecomte, quand même, je sais pas. J'ai pas l'impression que la première frappe, c'est Nzonzi de mémoire, c'est aussi forte que ça pour que Lecomte la dévie comme ça. J'ai l'impression qu'il peut la stopper, au moins la bloquer pour qu'elle reste à 1 mètre de lui, qu'il puisse après replonger dessus. J'étais un peu pas très satisfait de le voir lâcher autant le ballon pour que deux coups ait tout le plaisir de pouvoir cadrer sa cadre, même s'il ne le fait pas. Ouais, c'est vrai, bon, ça peut toujours porter à polémique, mais bon, globalement, je trouve qu'il fait l'arrêt, le ballon arrive vite, et c'est vrai qu'on est, globalement, de toute façon, les gardiens ne bloquent quasiment plus les ballons, donc ça m'a pas particulièrement choqué. Derrière, ce que ça demande, c'est une bonne défense. Sidibé, elle fait à peu près le taf, même si on peut espérer qu'il annihile complètement la frappe. Mais le Rennais ne réussit pas à trouver le cadre. Bref, Monaco mène à la mi-temps 2-0, Patrice, et globalement, on n'a pas eu peur. On a plutôt maîtrisé la rencontre. Le milieu de terrain se trouve bien. Golovin a été très en vue. Les pistons, c'est toujours un peu plus compliqué de vraiment les trouver très très bons, en tout cas offensivement. La mi-temps est maîtrisée. Par contre, pour ce qui va être de la seconde mi-temps, Patrice, ça va être assez différent. Monaco va globalement subir en deuxième mi-temps, et même si les Rennais vont marquer sur une situation un peu anodine, globalement cette mi-temps elle est pour eux. Ouais, clairement, et même dès le début, ils mettent le pied sur le ballon et on a beaucoup plus de mal. Je pense que physiquement ça doit déjà jouer. Mentalement aussi, j'ai tendance à dire que on a des joueurs jeunes et tout, et je pense qu'ils ont déjà dans leur tête, on a déjà fait le plus dur et que on se relâche un petit peu, on se préserve pour le match de coupe, forcément. Même si ça reste professionnel, ils sont assez jeunes et je pense que ça peut le faire, parce qu'on sent vraiment un relâchement, on sent vraiment que les Rennais ont la maîtrise du ballon et que c'est eux qui ont les occasions. On a vraiment du mal, même sur les contre-attaques, à être dangereux. Et du coup, heureusement que le but Rennais arrive tardivement quand même dans le match. Ouais, le but arrive tardivement, malgré tout, on y reviendra, mais il reste un petit peu de temps derrière et on va pas globalement être en vrai danger. C'est pour ça que je parlais dans un de mes points de sérénité globale, c'est que même si on n'a pas fait une très bonne mi-temps, si Rennes revient à égalité, c'est globalement plutôt un hold-up. On le voit, ils ont eu la possession, mais on n'est pas particulièrement une équipe de possession, donc... globalement, une mi-temps maîtrisée. Par contre, évidemment, il va y avoir les premiers changements. Patrice, ça aurait pu, en tout cas, être un de tes points. Un petit peu déçu des changements de Kovac que tu as trouvé relativement défensif, en tout cas dans les joueurs. D'un autre côté, j'ai envie de te dire,
Qu'avait-on réellement sur le banc? Exactement. Qu'avait-on réellement sur le banc? Autant le premier remplacement, non, je n'ai rien à dire de particulier. Parce que bon, faire sortir un des deux défenseurs centraux parce qu'ils ont tous les deux des cartons jaunes. C'est la spéciale. Voilà, quand il sent même en plus, sans ça, il l'aurait certainement. Il le fait régulièrement, mais là, en premier changement, c'est plus rare. Ça, si vraiment l'un des deux est catastrophique. Mais là, c'était pas le cas. Les deux tenaient vraiment très très bien. C'est vrai qu'on commençait un peu à prendre des assauts rennais, donc oui, le premier changement, ça c'est logique, même si derrière, malheureusement pour Dissassi, il nous coûte un peu cher. Ouais, bah oui, 5 minutes plus tard, du coup, parce qu'il rentre, là je l'ai dans les yeux, il rentre à la 63e, et donc le but intervient à la 68e. Est-ce qu'on peut vraiment l'incriminer? Je sais pas, c'est particulier quand même. Le ballon lui revient dessus, il est un petit peu pris, il hésite entre, je sais pas trop, mais en tout cas, il fait pas ce qu'il faut faire, mais il est quand même dans une position assez délicate. C'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre ce qu'il veut faire, quoi, on n'a pas l'impression qu'il veut vraiment la dégager nettement loin en corner ou même en touche. Il fait juste une petite déviation, donc je sais pas ce qu'il veut faire, donc c'est un peu dommage. Après, même sans Dissassi, je suis pas sûr que le compte arrive forcément à sortir la tête. La tête est quand même bien, peut-être un peu plus sur le compte, donc peut-être qu'il l'aurait sorti, mais bon, on saura jamais. Mais bon, avant ça, le problème c'est déjà ce qui se passe au niveau du corner. Ils sont deux défenseurs monégasques, les deux se font enrhumer. J'ai pas vu qui était le Rennais justement qui a fait ça, mais il nous les a bien enrhumés quand même. Ouais, je l'avoue que j'ai pas non plus souvenir exactement de quel Rennais c'était. Après, encore une fois, je suis désolé avec nos bons amis Rennais, mais votre équipe, elle est tellement en fait oubliable que même les joueurs, on les oublie. Enfin bon, c'était un petit pic par rapport au match aller. Et puis la fin de match, voilà, donc plus pour parler sur le coaching de Kovac, Patrice, c'est vrai que les changements vont être assez défensifs. Il y a Diatta qui va rentrer. Après, l'autre possibilité, c'était potentiellement un Fabregas, mais sinon, on avait globalement que des joueurs à profil défensif. Le choix de faire rentrer Diatta et Matazo, c'est même des choix plutôt offensifs. Bon, même si Matazo à la base c'est un 6. On a bien vu que ces derniers matchs, il jouait plus comme un ailier. Là, il a même fini comme attaquant de pointe. Donc encore, c'est plus le dernier remplacement là qui m'a fait un peu peur. Ça m'a rappelé de sombres années sous Jardim où on voyait ça, qu'on cherchait absolument à tenir le score, on faisait rentrer des défenseurs, ou qu'on cherchait justement aller chercher le score, on faisait rentrer que des attaquants. Et du coup, de faire sortir Ben Yedder, Voland pour les préserver aussi, et faire entrer Aguilar, Ballo-Touré, ça commence à faire beaucoup de défenseurs sur le terrain quand même. C'est pas toujours simple non plus après d'avoir autant de joueurs qui ne jouent pas à leur position, d'arriver à trouver de la cohérence sur le terrain. C'est plutôt ça qui me faisait peur, et de retrouver une situation comme le match aller où on s'était vraiment fait avoir sur la toute fin de match. C'est vrai qu'on le rappelle, Jovetic est absent, les deux ingénieurs je les appelle comme ça maintenant, ont été suspendus pour 2 et 3 rencontres. Donc je crois que c'est Pellegrini qui est de nouveau éligible du coup pour la finale. Si je dis pas de bêtises. Il était déjà éligible aujourd'hui, et Goebbels aussi. Il était déjà. Il est blessé au dos. Il y en a un qui en a pris 3. Donc, Goebbels s'était suspendu pour son 3e match aujourd'hui. Ah, c'est ça. Donc Pellegrini était déjà éligible. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc Pellegrini aurait dû jouer, mais était blessé au dos. Donc du coup, voilà. Pellegrini était blessé. Faux mouvement au ping-pong sûrement. Vérifie tes informations parce que c'est quand même très rare. Donc je pense que c'est certainement autre chose. Là, je vois dans le chat, qu'on parle du double changement sorti de Ben Yedder et Voland, forcément, à une petite dizaine de minutes de la fin, au final 10 minutes avec les arrêts de jeu. Oui, encore une fois, c'est un choix. Est-ce que c'est vraiment utile de les reposer pour 10 minutes Ouais, la question peut se poser. Au final, ça a donné raison à Kovac parce que le résultat est maintenu. Et j'ai même envie de dire, Patrice, on a été aussi en situation quand même d'aller chercher ce 3e but. Déjà, on peut parler avant ça du carton rouge quand même rennais de Da Silva pour une vilaine semelle sur Ballo-Touré. C'était Da Silva ou Kadewere? J'ai pas bien vu. Ah, oui. Non. Parce que c'était vraiment la même quand même. Mais oui, il le prend bien quand même. Ça me tend là. Il le prend vraiment bien, il lui met bien le pied où il faut absolument pas, quoi. J'ai bien cru que
que ça pouvait être fini aussi pour Ballo-Touré, hein, qui l'est bien arraché, mais bon, purée, non, ça a juste bien plié, c'est revenu en place après. À voir, hein, parce que bon, après, des fois, à chaud, il arrive à continuer à jouer, puis c'est quand ça se refroidit que ça commence à gonfler complètement, et qu'après, il est out pendant 3 semaines. Donc, à voir, mais oui, non, il y a rien à dire. Le joueur est surpris, comme quoi il prend un rouge. Bah, au vu des images, non. Le pied est beaucoup trop haut, il est très très dangereux pour le joueur adverse, donc c'est tout à fait logique qu'il prenne un carton rouge. Hein. Oui, non, c'est clair. Mais ouais, plutôt une bonne nouvelle pour nous, je sais pas, parce qu'évidemment, le Touré, il est globalement un petit peu moqué, mais on n'a quand même pas envie qu'il se blesse, qu'il se fasse mal, ça aurait pu être très grave. Au final, il semble être relativement lax au niveau des chevilles. Moi, ça me rappelle Moutinho. Hein. Ouais. Le nombre de fois Moutinho, en 4-5 ans, on s'est dit, ce coup-ci, c'est bon, on lui a fait la cheville, et en fait, il arrivait toujours à se relever. Or, pour le coup, c'est pas du tout le même type de gabarit, donc je suis un peu plus étonné que Ballo-Touré ait résisté à ça, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ça l'a laissé sur le terrain, et du coup, je crois que c'est lui qui rate une grosse situation en fin de rencontre. Non, je crois que c'est Matazo, je crois. Bah après, on n'a pas vu de ralenti pour voir vraiment quel joueur c'était, mais la caméra après se focusait sur Matazo qui avait l'air un peu déçu. Donc j'ai cru penser que c'était Matazo qui faisait ce face-à-face à la fin. Mais oui, c'est possible à grand angle. C'est vrai que les deux joueurs sont plutôt black et chauve, donc du coup avec une corpulence à peu près identique. Donc je crois que c'est pas évident de savoir. J'avais du mal aussi à savoir qui c'était. Bah, je sais pas, ouais. Là je vois sur le chat de l'équipe, il parle aussi d'une grosse occasion pour Crépin Diatta. Alors je sais pas s'il parle de celle-là aussi, parce que du coup on serait définitivement pas d'accord sur quel joueur c'est. Mais en tout cas, voilà, Monaco va avoir malgré tout quelques situations. Je voyais passer tout à l'heure, encore une fois, qu'on disait qu'on me trouvait très serein parce qu'on avait pas mal cafouillé dans la surface. Oui, globalement, je suis très serein parce que on prend très peu de buts maintenant depuis 6 mois. Alors c'est vrai que c'est bizarre de se réhabituer à ça, mais c'est un fait. Hormis ce match face à Lyon, Monaco prend plus de buts, ou en tout cas très peu. Et quand on en prend un, c'est souvent sur un coup de pas de réussite, là, comme dit Zazie. Donc c'est pour ça que globalement, j'étais serein ce soir. En tout cas, voilà qui conclut le fil du match. Monaco s'impose. On peut le rappeler, hein, Paris s'est imposé, Lyon s'est imposé, Lille a fait match nul, même si on n'est plus vraiment en compétition avec eux. Donc rien ne change pour le podium. La victoire sera obligatoire la semaine prochaine face à Lens. Lille a fait quoi du coup, parce que j'ai pas suivi. Lille a fait 0-0. Ah, ils ont fini sur 0-0. Ouais. D'accord, donc ça laisse une opportunité au PSG. Lille a fait 0-0. D'espérer. Ils ont été un peu bousculés par Saint-Etienne de ce que j'en ai vu d'un œil sur mon deuxième écran. Mais par contre, la fin de match a été clairement pour eux. Il y a eu un gros poteau, un ballon sauvé sur la ligne quasiment quelques secondes après. Malgré tout, Lille a toujours son destin en main. Voilà, il faudra qu'ils gagnent et ils seront champions de France. Les tops et les flops maintenant, Patrice. On a choisi, je crois, 2 tops et 3 flops. C'est ça. Pour une fois on a choisi du coup les buteurs. Un Golovin du coup qui est sur le 2 buts, hein, parce que c'est lui qui lance Ben Yedder et qui est buteur ensuite sur le deuxième but. Et un Ben Yedder qui est plutôt omniprésent sur ce match-ci, je trouve. Ouais, je sais pas. Par Golovin qui sort son bon match. Du coup, Golovin, c'est un peu un bon match, un mauvais match. C'est un peu compliqué d'arriver à avoir plusieurs matchs à la suite où il fait de très belles prestations. Là, on tombe encore une fois sur un très 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 bon match de sa part. Surtout la première mi-temps. Après, en deuxième, on l'a beaucoup moins vu. Mais il a touché énormément de ballons. Très belle passe décisive en tout cas pour Ben Yedder. Il a fait aussi une belle, il me semble, je crois que c'est lui qui fait une belle ouverture sur Gelson qui fait un mauvais contrôle et qui pousse beaucoup trop loin son ballon. Il me semble que c'est lui aussi. Et puis voilà, son but, au-delà du fait que la balle est contrée, très bon contrôle, crochet, belle frappe derrière. Voilà, très très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps beaucoup moins en vue, mais bon, on l'a dit, c'est plus l'équipe entière qui avait plus le ballon, donc c'est normal. Pour le coup, c'est vrai qu'on a un petit peu la sensation que Golovin est un petit peu un... Moi, je l'aime beaucoup. J'ai envie de le garder pour la saison prochaine. Par contre, j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui permet au groupe d'aller mieux. C'est-à-dire que si globalement ça se passe bien, pour lui, c'est très bien.
mais quand l'équipe est en difficulté, il ne fait pas partie de ceux qui peuvent permettre de rehausser le bloc, d'aller chercher quelques ballons, de faire des petites différences. C'est certainement encore ce qui lui manque un petit peu. Et ce soir, c'en est l'illustration parfaite. La première mi-temps est très bonne. Golovin y est très bon. La deuxième mi-temps est plus compliquée. Golovin, le temps qu'il a passé sur le terrain est beaucoup plus en retrait. Du coup, je vais parler de Ben Yedder, le deuxième top, notre capitaine, qui revient en forme au bon moment. On l'a pas mal critiqué quand même sur la fin d'année 2020. Moi, le premier, j'avais même des doutes un petit peu sur sa motivation. Le club allait moins bien aussi. Mais donc, on ne saura jamais s'il n'y avait pas un petit lien aussi de cause à effet entre les résultats et son attitude globale. Il n'empêche que là, ça fait quand même, sur 2021, c'est mieux. C'est même de mieux en mieux. Il marque maintenant à quasiment tous les matchs. Et puis, cette petite signature, ce petit ballon piqué, seul face au gardien. Et comme dirait Damien, j'espère que Jovetic regarde. Parce que voilà, c'est ça, ce que fait un attaquant de classe mondiale en 1 contre 1. Et c'est pour ça que Jovetic n'est qu'à 10 buts, alors qu'il pourrait être à une bonne dizaine, avec un peu plus d'adresse dans le dernier geste. Au niveau des flops, Patrice, on a été un petit peu plus prolixe, on en a mis 3. Bon, Disasi, rapidement, évidemment, c'est parce qu'il y a ce but, sinon, est-ce que réellement on peut considérer que sa rentrée est mauvaise et il y a un vrai de toute façon, je pense traste avec Maripane. On le verra sur les trois joueurs qu'on a cités. Voilà, c'est vraiment parce qu'on voulait en ressortir certains qui étaient moins dans le match. Il y en a aucun des 3 qui est catastrophique sur ce match aussi. Ils sont juste en dessous des autres, tout simplement. On a eu du mal à en retrouver un, en tout cas, qui était largement en dessous des autres. C'est pour ça que du coup, on en a mis 3. Disasi, forcément, son trait dès qu'il rentre, il met du plomb dans l'aile à l'équipe avec contre ce camp. Derrière, il n'y a pas forcément d'action spécifique de sa part qu'on a pu voir qui le ferait un peu ressortir. Donc non, voilà, c'est pour ça qu'on le met là, mais non, c'est pas non plus catastrophique. Il a su se reprendre derrière aussi. Il a très très bien défendu. De toute façon, du moment qu'on a pris le but, j'ai trouvé que l'équipe déjà avait repris le dessus et qu'on était bien meilleur sur la fin de match. Ouais, globalement assez d'accord. On l'a mis dans les flops parce que tu mets un CSC, ça fait un petit peu mal dans une rencontre comme ça, mais après, globalement, sur le reste de sa prestation, c'est pas infamant. Gelson Martins, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, pas trop vu. Il a des situations offensives parce que, malgré tout, physiquement, il arrive à faire des différences sans ballon, je parle. Le problème, c'est quand il est trouvé, c'est un petit peu compliqué parce que il rate ses contrôles. Voilà, t'en parlais il n'y a pas longtemps. Il y a cette grosse situation en fin de première mi-temps où il rate un petit peu son contrôle, où il peut certainement la donner, quitte à pas contrôler le ballon, mais à la mettre en une touche de balle à Voland qui a à son intérieur et du coup à éliminer le gardien. Donc c'est compliqué pour Gelson, mais j'ai envie de dire c'est compliqué à ce poste-là. Aguilar est pas très bon, encore une fois, depuis plusieurs semaines. Diop n'étant pas là, Golovin ne peut pas occuper ce poste, qui n'est pas non plus la panacée pour lui, mais tant qu'à faire entre les 3 actuellement, j'aurais plutôt tendance à vouloir mettre Golovin, encore une fois, avec un Diop plus haut. Donc Gelson, on verra, il sera certainement titulaire dans une des 2 rencontres de fin de saison. On verra, peut-être que la non-titularisation d'Aguilar ce soir laisse à penser qu'il le sera mercredi en coupe, mais bon, Kovac, de temps en temps, nous fait quelques petites surprises. Le dernier flop, enfin, Patrice, c'est Voland. Voland plus parce qu'en fait, on retrouve un petit peu le Voland de début de saison qui n'est pas forcément très diffusif, et en plus qui est aussi peu en vue dans le jeu. Encore une fois, je n'ai pas l'impression qu'il ait touché beaucoup de ballons. Non, il est beaucoup, contrairement aux 2 autres, que ce soit Ben Yedder qui a touché énormément de ballons et Gelson Martins qu'on a aussi beaucoup vu. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a eu du mal à le trouver. D'ailleurs, ils l'ont dit sur Canal+, comme quoi il était très difficile à trouver ce soir-là. En fin de match, ensuite, il en rate une belle aussi, où on sent qu'il est un peu à bout de souffle. Donc non, en ce moment, il n'est pas forcément... il arrive comme à inscrire quelques buts, parce que je regardais, sur les 5 derniers matchs, il en a inscrit 2 quand même. Donc il reste quand même assez performant, mais on était habitué un peu à sa très très belle série, où du coup il était quasiment décisif à tous les matchs, en tant que buteur, en tant que passeur.
Et là, même, on n'a pas d'action où du coup il donne des bons ballons qui auraient pu permettre de mettre des buts, même s'il n'est pas passeur décisif, il peut au moins créer des actions, et c'est pas le cas en ce moment, donc plus compliqué, mais bon, le problème c'est qu'on n'a pas de remplacement en ce moment devant, et je pense que c'est ça qui paye aussi, c'est qu'il commence à fatiguer un peu nos deux attaquants devant, à toujours jouer tous les matchs. Ouais, après, alors je serais d'accord pour Volland, qui globalement a été très très peu ménagé. Ben Yedder, il a pas de temps de jouer que ça. Il a énormément de feuilles de match, il a énormément de titularisation, mais il a combien de 90 minutes, Ben Yedder? Il en a même pas, je sais pas, il doit en avoir 20%. 20% de... C'est très rare qu'il ne sorte pas. Donc Ben Yedder, il a connu des saisons bien plus compliquées physiquement avec le FC Séville. Donc la fatigue, encore une fois, il y a le Covid, donc on ne sait pas, il l'a eu, peut-être il a du mal à revenir, en l'occurrence, il est revenu au top niveau. Volland est un peu moins bien, lui est de nouveau mieux, espérons que mercredi, les deux nous sortent une grande prestation, et de toute façon, on aura besoin de ça pour battre le Paris Saint-Germain. Le reste des prestations individuelles le compte. Patrice, plutôt à son aise ce soir, le CSC, il est impuissant. Oui, non, bon, après, tout à l'heure, j'ai un peu critiqué sur sa première parade qu'il fait, où il se couche au sol quand même assez rapidement, c'est juste qu'il la renvoie trop loin à mon goût. Il n'y a rien à dire dans ce match, après, on l'a pas mis du tout dans les flops de ce match aussi, parce que du coup, il a fait les arrêts qu'il avait à faire. Il y en a un autre en première mi-temps, même si la frappe est directement sur lui. Et sur le CSC, comme tu dis, Disasi lui la met complètement sur le poteau, c'est impossible d'aller la chercher. Donc non, bon match, encore une fois. Même si il n'a pas eu grand-chose à faire, il doit faire 2 arrêts, je pense. Oui, en tout cas, ouais, il y a la il y a très peu de frappes, on l'a vu tout à l'heure dans les stats, on a moins de 10 frappes dans le match, des deux côtés. Oui, c'est vrai. Après, il est toujours à l'aise dans son jeu au pied globalement, mais bon, ce soir on l'a un petit peu moins vu parce que ça a été, je trouve qu'on l'a un petit peu moins utilisé à la base des constructions. La défense centrale, je te laisse choisir de qui tu as envie de parler. Du Djibril Sidibé qui se s'est bien remis après le match de Coupe de France où c'était assez catastrophique. Une très bonne première mi-temps où on l'a beaucoup vu, il est pas mal empêché du coup des fois son vis-à-vis du coup de pénétrer dans la surface, et il a récupéré quelques ballons très intéressants, j'ai trouvé. En première mi-temps aussi, il fait une bonne pénétration, il récupère un ballon, il permet d'avoir une action où Ben Yedder frappe à les contrer, il la récupère derrière et il la transmet à Tchouaméni de mémoire qui fait une frappe qui a aussi contré. Donc non, un très bon match de sa part, j'ai trouvé. C'est bien repris après le match de Coupe de France. Ouais, je suis assez d'accord, et je suis aussi d'accord pour sa prestation de mercredi. Par contre, encore une fois, j'ai détesté tous les connards qui attendaient que ça, que Sidibé fasse un mauvais match en 6 mois pour lui tomber dessus. Il a été mauvais mercredi, c'est une évidence. Mais s'il vous plaît, arrêtez 2 secondes avec le Sidibé bashing. Sidibé, globalement, ce qu'il a apporté à Monaco, c'est supérieur à la quasi-totalité de l'effectif actuel du club. Donc un petit peu de respect quand même pour ce joueur. Maripane, maintenant, Patrice, qui a joué un peu plus de la moitié de la rencontre. Pas en difficulté, quand il était sur le terrain, Monaco n'a pas pris de but. Ouais, non, très très bon. Après, ça lui fait du bien aussi de se reposer un peu sur les matchs de Coupe de France, comme il revient frais. Non, très 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 bon match. En première mi-temps, on a bien vu, les Rennais ont quasiment pas frappé. Très peu d'opportunités. Il a très très bien bloqué l'attaquant du coup Terrier en face. Puis après, on encaisse le but, c'est quand il est sorti, juste après qu'il sorte. Martin Terrier qui est meilleur à FIFA, pour ceux qui ont la référence. Enfin, le dernier titulaire, c'était Badiachil, Patrice. Alors, on a cru dans un premier temps que ça serait lui qui sortirait parce que c'est lui qui a pris le premier jaune. Au final, Maripane l'a suivi peu de temps après, donc lui a joué les 90 minutes. Bon, une prestation globalement solide, comme en fait il nous fait maintenant régulièrement, que son jeu est lavé de ses grosses erreurs. Ouais, il a commencé le match dans le dur quand même, parce que très rapidement il fait beaucoup de fautes, quoi. Je crois qu'il en fait une première, après une deuxième où l'arbitre lui dit attention, je vais sortir le carton. Juste après il fait sa faute, il lui vaut son carton, c'est dit ouh là ça va être tendu, surtout que Maripane en prend un juste derrière aussi. Mais non, du coup après c'est très très bien repris, il fait une très très beau match. Il y a une première mi-temps oui, mais très bon match aussi.
Rien à lui redire. Très très solide en ce moment. Notre milieu de terrain, la paire, hein, inamovible, Fofana, Tchouaméni. Encore une fois, je te laisse le choix entre les deux. Fofana qui fait un bon match, du coup qui fait une passe décisive, qu'on a pu le voir tout à l'heure, c'est bien lui qui fait la passe. Bon, pas forcément ultra décisive non plus pour Golovin, mais bon, ce sera accrédité à lui sur sa saison. Moi, c'était ma peur sur ce match aussi, que du coup, au milieu de terrain, on se fasse un peu manger, parce que y a un très très bon milieu de terrain en face, qui est en surnombre en plus, hein, ils sont 3 contre notre paire. Pourtant, non, Fofana et Tchouaméni se sont très très bien sortis tous les deux. Au contraire, je trouve qu'ils ont même un peu annihilé le milieu rennais en face, et tant mieux, parce que du coup, il va y avoir du boulot aussi à faire sur le prochain match, parce que c'est un très bon milieu de terrain aussi. Quel très bon milieu de terrain, celui du PSG. Ouais, ça reste quand même un bon milieu de terrain, bon, même si du coup, il n'y aura pas Verratti, oui. C'est sûr. Mais s'il y a bien un truc où je ne nous sens pas inférieur au PSG, c'est bien au milieu de terrain. Ah oui, bien sûr. On reste supérieur, c'est certes, mais il y a quand même un bon milieu de terrain sur lequel il va falloir prendre le dessus sur le milieu de terrain, clairement. En tout cas, ça, oui, si on ne prend pas le dessus sur le milieu de terrain, ça risque de complexifier tout le reste. Mais sur le papier, on peut le faire. Autant, je veux bien qu'avec Mbappé devant, c'est au-dessus de nous. Il n'y aura pas Neymar, hein. Enfin, a priori, on le rappelle. Pas. Et derrière, je préfère leur défense centrale. Par contre, pour ce qui est des latéraux, pas convaincu que ça soit beaucoup mieux chez eux. Et tant qu'au gardien, je crois que ça ne nécessite pas plus de commentaires. Sinon, Tchouaméni, voilà, t'en as pas parlé. Fofana, plutôt correct. Je suis assez d'accord. C'est pas un match qui restera gravé dans les mémoires pour ces deux joueurs-là. Pour ce qui est des pistons, Gelson, on en a parlé. Pas terrible, encore une fois. Et Caio Henrique, un match sans briller, un match sans gros éclairs, mais c'est une valeur sûre, j'ai envie de dire, en fait, Caio Henrique. C'est jamais mauvais, en tout cas. C'est pas forcément souvent exceptionnel, mais c'est jamais mauvais. Presque jamais. Tu es bien d'accord. Oui, t'as rien à rajouter de plus. Non, il fait un match correct, pas comme tu l'as dit, hein, les Pistons ont eu du mal sur ce match aussi, on les a un peu moins vus, un peu plus en première mi-temps. Ça passait plus de son côté que j'ai trouvé que du côté de Gelson, qui était pas forcément sur l'aile, il était plus recentré, c'est plus Voland du coup. On se posait la question pourquoi il touchait peu de ballons, mais j'ai trouvé que Voland était plus souvent collé à la ligne que Gelson, qui était un peu repiqué. Donc non, encore un très bon match, et vraiment... On va le redire, mais une très très belle recrue. Oui, je pense qu'on est tous d'accord sur ça et on espère globalement tous le garder la saison prochaine. Ensuite, le trio d'attaque, on en a parlé, hein, parce qu'ils étaient chacun dans les tops et les flops. Donc le banc, Dizazi, c'est vraiment le seul qui a joué beaucoup. Patrice, et on en a aussi parlé, malheureusement à cause de sa petite maladresse de la tête. Est-ce que tu as envie de noter quelque chose sur les autres rentrants? Ballot, il y a eu cet attentat sur lui. Heureusement, il s'en est relevé. Les autres, je ne sais pas si tu as noté un truc en particulier, une situation, une action. Non, la seule action du fin de match, on en a parlé, même si on ne sait toujours pas si c'était Ballot, Touré, Diatta ou Matazo. Oui. Mais voilà, c'est la seule action qu'il y a eu sur cette fin de match. Ils sont rentrés assez tardivement, hein, au final. Donc pas eu le temps de se montrer. Content de revoir que du coup Diatta ait pu rejouer. J'avais un peu peur que physiquement ce soit très compliqué pour lui après autant d'arrêts. C'est démarre la dernière fois qu'il a joué, c'est le 18 avril. Ça commence à dater, ça fait un mois quand même sans compétition. Donc du coup, c'est pas plus mal qu'il revienne. Ça peut donner un peu de souffle à nos attaquants d'avoir un autre joueur, parce que ça fait un moment qu'on n'avait plus de joueurs post-offensifs. Ouais, on espère qu'il sera potentiellement décisif. Matazo est rentré un petit peu plus longtemps, mais bon, je l'ai pas beaucoup vu lors de sa rentrée. De toute façon, le match était plutôt pépère, hein. On avait affaire à un bon match de Ligue 1 classique, hein, globalement. Pas exécrable, mais pas non plus d'un très très haut niveau. Donc voilà, Monaco s'impose 2-1 face à Rennes. C'est le score inverse du match aller. Espérons que ça continue pour la 38e journée. On rappelle, hein, Monaco avait pris un cinglant 3-0 à domicile par Lens début décembre, si ma mémoire est bonne, dans une série de matchs qui nous coûtera
certainement le titre, parce qu'on le rappelle, hein, c'était l'enchaînement de défaites Lille, Marseille, Lens. Peu de temps après, il y avait eu aussi ce nul face à Saint-Etienne. Il y avait certainement eu 1 ou 2 journées entre, mais c'était la période un petit peu délicate. Mais depuis, Monaco va globalement très très bien. Voilà, il y a eu évidemment cette petite catastrophe face à Lyon. Et encore une fois, on le rappelle, hein, si Goebbels avait marqué son 1 contre 1 à 2 partout, eh ben, on serait sûr d'être sur le podium et on serait encore en lice pour le titre. Mais ça, c'est un autre débat. Monaco, par contre, mercredi, Patrice jouera pour le titre. Match de Coupe de France face au PSG, 21h15. Alors, je suppose sur France Télévisions et sur Eurosport. Ça sera évidemment l'occasion pour nous de vous proposer un débrief, peut-être même un petit live d'avant-match. On pensait faire un magnéto sur la finale de 85, à savoir se refaire cette finale-là. Au final, ça va être un petit peu compliqué point de vue timing parce qu'on doit aussi, nous, de notre côté, enregistrer des murs des légendes la semaine prochaine. Donc, il n'y aura certainement pas de magnéto. Par contre, peut-être un live avant cette finale. Au pire des cas, il y aura un débrief. Sinon, le prochain rendez-vous, c'est ce lundi. Mur des légendes, demain 17h, consacré à Yuri Djorkaeff. Faut que je m'occupe du montage et puis demain, voilà, ça sera disponible pour vous tous à 17h. Merci Pat de m'avoir accompagné donc pour cet antépénultième débrief. Le prochain rendez-vous, encore une fois, c'est ce lundi. Le prochain débrief, mercredi, et on l'espère tous avec un énorme sourire. D'ici là, messieurs, dames, portez-vous bien et Dage Munegu. Et bisous.